Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale coproduite par CGTN et Euronews. Avant de dévoiler le thème de notre débat virtuel d'aujourd'hui, j'aimerais mon frère à Lyon, Serge Rombi, rédacteur en chef, reporter à Euronews. Bonjour Serge, comment allez-vous? Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui. En fait, Serge, je sais que vous avez travaillé depuis très longtemps dans le monde économique et vous voyagez beaucoup. Et aujourd'hui, le thème de notre débat entre justement dans votre sphère de compétences, n'est-ce pas? Oui, parce que la pandémie de coronavirus a bouleversé les échanges, les relations économiques internationales. Le new normal, cette nouvelle normalité, voit déjà des changements s'opérer. La relance économique indispensable impose la mise en place de nouveaux modèles d'innovation et génère aussi de nouvelles opportunités, à condition évidemment de savoir se renouveler, se réinventer. Alors comment l'Europe et la Chine repensent-elles leurs relations économiques? Quelles sont les pistes engagées? Quelles sont les opportunités qui pourrait en découler? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités dans quelques instants. Et justement, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons analyser les progrès les plus récents au sein de la relation économique entre la Chine et l'Europe. Et nous allons aussi proposer des conseils à tous ceux qui souhaitent investir en Chine. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui un plateau composé d'experts et d'entrepreneurs qui travaillent depuis de nombreuses années en Chine. J'ai le plaisir de recevoir M. Ding Yifan, économiste, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Vous y êtes notamment le rédacteur en chef d'un rapport sur le développement en France publié chaque année. Vous êtes également chercheur principal à l'Institut Taihe. Vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi les plus récents, Les hauts et les bas des relations sino-européennes aux éditions des sciences sociales de Chine et Nouvelle énergie cinétique, la solution chinoise à la crise de la globalisation aux éditions Zhongxin. Et M. Wu Zexian, professeur invité à l'Institut de diplomatie de Chine. Alors, M. Bernard De Witt est avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. C'est évidemment très intéressant de vous avoir à nos côtés. M. Javier Rimeno, directeur général adjoint du groupe Saint-Gobain et PDG Asie-Pacifique, président du club d'entrepreneurs France-Chine et cofondateur du club 50. Et puis Serge Degallet, vous êtes directeur général de la fondation Prospective et Innovation, une fondation qui est présidée par un ancien Premier ministre français, M. Jean-Pierre Raffarin, et vous êtes vous-même d'ailleurs ancien ambassadeur. On va faire un tour de table rapide pour commencer avec une question qu'on a envie de vous poser. Quelle est la tendance? Quelle tendance observez-vous? Comment définiriez-vous les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne durant cette période qui est pour le moins inédite? Écoutez, bonjour à tous. La tendance, je crois que, bon, bien sûr, la pandémie, la Covid-19 est un facteur fondamental, mais il y a d'autres facteurs. Il y a bien sûr l'élection américaine. La victoire de Joe Biden va permettre certainement de renforcer le multilatéralisme, un travail en commun au niveau mondial pour faire face à tous les défis. Pour ce qui est de la tendance des relations entre la Chine et l'Europe, nous sommes dans une période intermédiaire. Si on prend les avancées récentes, on voit qu'un premier accord commercial a été signé sur les indications géographiques. C'est un point important pour l'Europe et surtout, cela montre une volonté commune de définir des règles, des normes et de les appliquer. Nous avons une discussion longue depuis 7 ans maintenant sur la question des investissements et naturellement les investissements sont d'autant plus nécessaires que nous allons aborder la relance et qu'il faut des investissements domestiques bien sûr et étrangers et la Chine on le sait est un investisseur important. Alors, on va revenir et surtout, on va revenir sur tous ces points. On est 1 heure ensemble, donc on a évidemment prévu d'aborder tous ces points. Je voudrais faire rapidement le tour avec les autres invités sur cette tendance, sur la manière dont vous voyez cette relation aujourd'hui, dont vous analysez cette relation aujourd'hui dans ce contexte si particulier. Je dirais que les relations sino-européennes sont bien orientées
bien que, en raison de la pandémie, mais aussi en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, depuis quelques mois, on observe que la Chine a tendance à se recentrer sur elle-même et à retrouver dans son marché domestique un levier des croissances fondamentales. Et pour ce qui concerne le commerce extérieur, quand vous regardez les chiffres de ces derniers 9 mois, vous verrez que le gros de la croissance chinoise s'est fait avec les autres pays de la zone asiatique. Donc oui, il y a une bonne orientation, il y a des éléments conjoncturels qui font que le commerce avec l'Union européenne est un peu ralenti, c'est la conséquence de la crise, mais il y a aussi quelques éléments structurels qui me font penser qu'il y a une attention de plus en plus forte de la Chine sur son marché intérieur et sur le commerce avec d'autres pays dans la région asiatique. On va laisser nos autres invités réagir. Peut-être nos invités chinois, avant de vous donner la parole, Bernard de Witt. J'aimerais dire à notre audience européenne que finalement, le commerce international entre l'Europe et la Chine va plutôt bien cette année. Bien sûr, la pandémie a joué en défaveur de l'augmentation de volumes commerciaux entre la Chine et l'Union européenne, ce qui fait que cette année, l'Union européenne n'est plus le premier partenaire commercial de la Chine, parce que l'Union européenne a été depuis très très longtemps le premier partenaire commercial de la Chine. Mais cette année, elle a laissé sa place à l'ASEAN, donc à l'Association des pays sud-est asiatiques, qui sont devenus premier partenaire commercial économique de la Chine. Mais n'empêche que depuis mars-avril, il y a une augmentation de trafic de marchandises entre la Chine et l'Union européenne, en particulier par le nombre de trains, on appelle le train sino-européen. Le nombre de trains a augmenté cette année et a transporté beaucoup de choses de Chine vers l'Union européenne. Parce que, en fait, au milieu de la lutte contre la pandémie, les habitants, la population européenne a besoin de beaucoup de choses, alors que comme la Chine a repris le travail, repris la production industrielle en mars-avril, donc la Chine était capable de produire beaucoup de choses dont la population européenne avait besoin, ce qui a fait pousser un peu l'augmentation de trafic entre la Chine et l'Union européenne. Très bien. Voilà. Rapidement, parce qu'on a évidemment beaucoup de choses à dire, je voudrais donner la parole à nos autres invités. D'accord, rapidement. Bon, je suis toujours optimiste pour le commerce entre la Chine et l'Europe, parce que comme le professeur Ting a dit, pendant 16 ans consécutifs, jusqu'à l'année dernière, l'Europe restait toujours le premier partenaire commercial de la Chine en tant que l'Union. C'est vrai que les États-Unis étaient le premier partenaire en tant que pays. Bon, ceci étant, voilà. L'Union européenne reste toujours un partenaire très très important pour la Chine. Bon, cette année, c'est un peu exceptionnel à cause de la pandémie. C'est vrai que l'ASEAN a dépassé l'Union européenne pour devenir le premier partenaire de la Chine. Mais bon, à l'avenir, après la pandémie, on verra d'ailleurs. Cette année, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire de l'Union européenne sur le plan commercial. Vous voyez, bon. Donc, il y a aussi un côté très positif. Bon, je vous montrerai d'ailleurs les produits européens, surtout les produits alimentaires, tout à l'heure lorsqu'on parlera des sujets plus précis. J'aimerais bien ajouter un autre point, c'est-à-dire les trains de marchandises Chine-Europe. Là. Bon, au début, c'était surtout rempli côté, dans le sens Chine-Europe, mais de plus en plus, voilà, le retour, c'est-à-dire le sens des wagons qui reviennent de l'Europe en Chine, sont de mieux en mieux remplis. Maintenant, c'est le taux de remplissage, c'est 98%. Bernard de Witt, vous confirmez le taux de remplissage des trains dans ce sens-là? Je dirais, c'est un des grands enjeux et des grands challenges, effectivement. Les trains, au départ, étaient surtout remplis du côté chinois allant vers l'Europe. Maintenant, tout doucement, ça se remplit davantage. Je dirais, pour les relations Europe-Chine sur le plan économique, pour utiliser un vocabulaire cher à nos professeurs ici présents,
si je qualifiais, je dirais, les relations économiques d'élèves, je dirais peut mieux faire. Peut mieux faire au sens où il y a des opportunités qu'on ne saisit pas toujours. Il y a notamment cette discussion, et l'ambassadeur de Galles l'a mentionné, sur l'accord d'investissement Europe-Chine, et je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, où il y a là un très bel enjeu qu'on devrait essayer de réaliser. Il y a par contre du côté européen, on a un contexte politique européen qui est peut-être un peu difficile, avec le Covid d'abord bien sûr, mais aussi on a l'enjeu du Brexit, on a la fin de l'ère Merkel, il y a les pressions américaines, il y a des tendances isolationnistes dans certains pays. Tout ça peut, je dirais, entraîner certaines difficultés. Et maintenant, on a vraiment un plan large de la relation entre la Chine et l'Europe. Mais avant de poursuivre plus profondément sur ce sujet, je pense qu'il est nécessaire de faire un état de lieu de la part de la Chine, c'est-à-dire où en est la Chine aujourd'hui de son économie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations et on se rappelle qu'au mois de juin, la Chambre de commerce européenne en Chine a publié son enquête 2020 sur la confiance des entreprises qui s'intitulait « Naviguer dans le noir ». Cette question, je voudrais m'adresser à M. Gémeneau parce que vous avez vécu une partie de la pandémie en Chine et votre entreprise est en Chine. Donc aujourd'hui, où en est la Chine et quel est l'état d'esprit des entrepreneurs, surtout européennes, qui investissent en Chine? Je trouve que la Chine se porte très bien. D'abord, quand vous regardez les chiffres de croissance du deuxième et du troisième trimestre, sont positifs et en accélération. Mais au-delà de ça, quand je regarde auprès de moi, quand je regarde mon entreprise, quand je regarde l'évolution de l'activité de la plupart des entreprises en Chine, je constate que depuis le mois d'avril, on est à des niveaux d'activité semblables à ceux de 2019 et depuis l'été, on profite des taux de croissance assez considérable. Donc, pour la plupart des entreprises, en tout cas pour ceux que je connais, j'ai une vision assez large de la Chine. Je pense que l'année 2020, c'est une bonne année, en tout cas, une année bien meilleure que pour les entreprises. Est-ce qu'elle navigue encore dans le noir aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Vous l'avez dit, c'est la Chambre de commerce européenne qui l'a dit, mais je ne partage pas tout à fait ça. Je pense que l'évolution de la Chine et des entreprises européennes en Chine depuis quelques mois est très positive. Après, c'est vrai que personne ne sait très bien combien de temps ce phénomène va durer, parce qu'on manque de visibilité par rapport à l'étendue et à la profondeur de la crise dans le reste du monde. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la Chine pourrait être impactée par cette crise en Amérique et la crise en Europe. Mais aujourd'hui, tant que je puisse voir, le marché intérieur est très dynamique, il est poussé par des leviers de croissance très importants, très structurels, et qui font partie de la transformation profonde du modèle économique de la Chine. Donc, franchement, je ne pense pas qu'on navigue dans les noirs, pas du tout. Et ce n'est pas une opinion isolée. Moi, je fais partie de pas mal de forums dans lesquels je discute avec beaucoup des collègues. Et aujourd'hui, la Chine est très bien orientée avec l'incertitude du commerce mondial. Encore une fois, si on savait comment les choses vont évoluer en Amérique et en Europe, on pourrait savoir un peu plus comment la Chine fera. Mais en tout cas, la partie domestique de la Chine, la partie relative au marché intérieur est très dynamique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté forte de la Chine de se tourner vers ce marché intérieur qui, quelle que soit la situation dans le reste du monde, devrait rester porteur de croissance. Je voudrais m'adresser à M. De Witt. Qu'est-ce qu'on s'attend de l'économie chinoise? Parce que maintenant, récemment, il y a le nouveau plan pour les 5 prochaines années, il y a des nouvelles lignes directrices économiques. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend et quelles sont les opportunités et les défis pour les entreprises européennes aujourd'hui en Chine? Bien, Madame Ma, je pense que d'abord, quand on lit les publications, on constate qu'on prévoit une croissance au-delà de 8% pour l'année prochaine en Chine, ce qui est impressionnant. Quand on compare avec le reste du monde, la Chine a réussi, je pense, à passer outre le Covid et la crise du Covid et est maintenant repartie sur sa trajectoire que l'on a connue précédemment.
On constate également que l'industrie manufacturière en Chine n'a jamais aussi bien marché qu'actuellement. C'est aussi un signe. Et vous l'avez dit, le plan quinquennal est important parce que le plan quinquennal, il prévoit certes un remplacement de la croissance économique rapide par une croissance qualitative. Et qui dit croissance qualitative dit également certaines opportunités pour nos entreprises européennes, notamment au niveau de la haute technologie. On prévoit aussi la poursuite de la réforme du marché. Poursuite de réforme du marché, ça veut dire meilleure accession au marché chinois pour des entreprises étrangères, donc plus d'opportunités. Le plan quinquennal prévoit aussi des mesures importantes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Là aussi, nos entreprises européennes, avec la technologie qu'ils ont pu développer, ont des opportunités sur le marché chinois dans tout ce qui est vert, si je puis dire. Donc, je pense que, personnellement, je suis assez optimiste pour l'année prochaine, pour autant que, je dirais, le Covid ici en Europe ne nous tue pas tous. Nous aurons là de belles opportunités. Alors, on va poursuivre sur les tendances, sur ces opportunités, etc., etc. Je crois que les autres participants ont sans doute envie de réagir là-dessus, à la fois sur la tendance et sur les opportunités. Je dirais aussi pour les entreprises européennes, ce que vous disiez très bien, vous parliez de certains secteurs il y a quelques instants. Nos autres invités, j'aimerais bien les entendre aussi là-dessus. Je veux dire qu'il y a en effet pas mal de nouvelles opportunités. Par exemple, la Chine a tendance à créer de plus en plus de zones de libre-échange dans l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans les villes, surtout les villes côtières. Et récemment, on a décidé aussi de transformer toute la province du Hainan, c'est une grande île là, en port franc, c'est-à-dire toutes ces zones d'expérimentation de libre-échange et plus voilà, l'île de Hainan qui est transformée en port franc offre des opportunités énormes pour les investisseurs étrangers, c'est-à-dire qui pourraient bénéficier pas mal de conditions très très avantageuses pour voilà, développer leur affaires. Je crois que vous aviez une question, Jiang, à M. Yifan, à propos du monde, parce que là, on est entre deux chaînes de télévision, Euronews et CGTN, du monde des médias. J'ai lu beaucoup ce que M. De Witt dit souvent qu'il y a un manque de connaissances entre l'Europe et la Chine. Donc, je voulais poser cette question à M. Ding Yifan, parce que le business, c'est aussi les échanges entre les gens, en fait, finalement. Donc, vous étiez journaliste en Europe pendant un certain temps. Donc, pensez-vous qu'après, il y aura davantage des échanges dans les médias pour améliorer la connaissance entre les deux parties, pour que les business se déroulent plus fluides? Je pense que ce débat télévisé partagé par Euronews et CGTN est un bon début. Il faudrait renforcer encore un peu plus d'échanges, d'échanges culturels, d'échanges d'homme à homme, d'échanges des médias, etc., entre la population européenne et la population chinoise. C'est nécessaire. Parce que, en dépit pour une de bonne compréhension du commerce international, les échanges de sentiments, les échanges culturels sont tout de même déterminants pour assurer un échange de biens et d'investissements stable. Finalement, parce que, voyons, depuis un certain temps, il y a une divergence de vues sur le résultat de la lutte contre la pandémie, par exemple, en Europe, etc. Les sondages d'opinion réalisés par des agences américaines montrent que finalement, en Europe, il y a de plus en plus de monde qui ont un jugement un peu défavorable à la Chine, en dépit du succès de la Chine dans le contrôle de la propagation de coronavirus, dans la restauration de son secteur économique, de ses activités économiques, etc. C'est dû certainement à une mécompréhension des deux parts de leur façon d'organiser et de la lutte contre l'épidémie. Donc il faudrait renforcer les échanges pour que
les populations comprennent pourquoi et dans quelle mesure les exigences qu'on exige de la population soient efficaces ou non, et dans quelle mesure le balance doit être maintenu entre les activités économiques et la protection de la vie de la population. Effectivement, sur ce point-là, je voudrais avoir l'avis de M. De Gallet, parce que vous avez accompagné beaucoup de PME, des entreprises françaises en Chine, et aussi vous avez dit une fois lors d'une intervention qu'il faut connaître la Chine de l'intérieur. Donc en fait, peut-être pour les investisseurs qui souhaitent investir en Chine, quelques conseils pour mieux connaître la Chine, peut-être investir à Beijing ou à Shanghai, c'est une conception totalement différente si vous investissez dans d'autres villes. C'est une des fonctions de la Fondation Prospective et Innovation que d'améliorer cette compréhension mutuelle. Et elle a besoin d'être améliorée parce que l'image que l'on a en Chine, de la Chine en Europe, ou en tout cas en France, est à améliorer par une meilleure connaissance, parce qu'il y a de la désinformation sur un certain nombre de faits vérifiables, indiscutables, et pour cela, nous avons des moyens pour corriger cette image, bon, bien sûr à travers les médias, mais aussi à travers les think tanks. Il faut que les think tanks travaillent mieux et de manière plus intense entre eux. Le tourisme culturel est également un facteur important. Nous accueillons de plus en plus de touristes en Europe, en France, et quand on regarde la corrélation entre l'image de la Chine et la présence de touristes culturels, on voit que c'est dans les régions où il y a davantage de touristes que l'image de la Chine est meilleure, parce qu'il y a eu ce contact humain. En fait, on va revenir sur ce sujet du tourisme, parce que c'est un sujet qui est très cher à Serge. Mais je voudrais donner la parole à M. De Witt pour conclure, parce que c'est M. De Witt qui a soulevé souvent dans ses discours les questions de la manque de connaissances. Donc, quelques mots pour conclure. Quels sont pour vous les remèdes pour améliorer cette connaissance? Je crois qu'on en a déjà effectivement parlé et évoqué. Comme vous le dites très bien, je dirais, s'il y a méconnaissance, on se méfie de l'autre. L'autre que je ne connais pas, je m'en méfie. Si je le connais, je m'en méfie beaucoup moins et j'ai réussi à l'apprécier. Comment le faire? Davantage de contacts, notamment, on l'a évoqué, le tourisme, mais également nos universités. Envoyons nos étudiants en Chine et accueillons davantage d'étudiants chinois en Europe. C'est important. Favorisons les échanges entre entreprises, favorisons les stages en entreprise, des stagiaires chinois dans nos entreprises, nos stagiaires européens dans les entreprises chinoises. L'humain est important et finalement, nous sommes tous des êtres humains, des femmes, avec, je dirais, nos qualités, nos faiblesses. Essayons de mieux nous connaître. Alors, deux points sur lesquels on souhaitait revenir avec vous. Le tourisme, Monsieur De Gallet, on va en reparler dans quelques instants, parce qu'évidemment c'est très important quand on voit le nombre de touristes chinois, mais également de touristes européens qui découvrent et qui visitent la Chine. Et vous avez parlé, Bernard De Witt, tout à l'heure, des opportunités dans le secteur de la durabilité, du changement climatique. Et c'est vrai que récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine et l'Union européenne devaient absolument renforcer leur collaboration stratégique pour faire face aux défis mondiaux, ce qui inclut évidemment ce défi du changement climatique et des questions environnementales. Alors comment concrètement la Chine et les Européens peuvent-ils renforcer leur coopération dans la lutte contre le changement climatique? Alors évidemment il y a les investissements, il y a les entreprises, mais c'est peut-être plus large que ça, et là je m'adresse un petit peu à tout le monde. Il faut saluer de façon positive l'effet que récemment il y a eu un engagement commun et décidé sur les objectifs à long terme en termes de neutralité carbone. L'Europe cherche sa neutralité carbone à l'horizon 2050 et la Chine 10 ans plus tard, mais ce sont déjà des engagements très forts et très bien alignés. En revanche, ce qui manque, c'est une définition plus précise
et plus ambitieuse de cette étape intermédiaire. Il faut articuler cette ambition dans l'action. Je pense que de ce point de vue, la législation et la réglementation doivent jouer un rôle très important. Il y a des mesures que probablement il faut introduire partout dans le monde pour atteindre l'objectif de la décarbonisation. Et une de ces mesures, c'est l'introduction de la taxe carbone. Alors il faudrait que cette introduction soit une adoption que se fasse de façon harmonieuse, de façon à que la taxe carbone ne puisse pas être un facteur de déséquilibre en termes de compétitivité entre les entreprises de différentes zones géographiques, entre les entreprises de la Chine et de l'Europe. Et après, toujours dans les domaines de réglementation, je pense qu'aujourd'hui, il y a sur un certain nombre de domaines très importants, la construction neuve, la rénovation des bâtiments, la mobilité durable, l'industrie en général. Il y a aujourd'hui des technologies qui sont déjà là, qui sont prêtes et qui permettraient de réduire de façon très importante les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut des normes. Mais il faut que ces normes soient cohérentes, soient consistantes et soient établies partout dans le monde de façon harmonieuse. Je vous pose un exemple. Par exemple, aujourd'hui, un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'utilisation des bâtiments. Si en Chine et en Europe on décidait d'adopter des réglementations exigeant l'utilisation de certains produits et certaines technologies, on pourra réduire ces émissions de presque 60%. Donc la réglementation commune, cohérente et bien alignée, c'est pour moi l'une des armes fondamentales, de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble sans créer des déséquilibres sur le plan de la compétitivité entre les entreprises des deux régions. Réglementation commune cohérente, vous dites. Je vous laisse réagir. Je vous vois tous réagir là, donc je vous laisse parler. Il y a à côté naturellement des relations bilatérales et des mesures nationales. Il faut souligner l'annonce par le président élu Biden de son retour dans les accords de Paris sur le climat. Cela va changer considérablement la manière de traiter au plan international la question du climat, parce qu'on ne peut pas la traiter de manière fragmentée. Et ceci peut fournir à la Chine, aux États-Unis et à l'Europe une feuille de route commune et d'essayer de dépasser ainsi les obstacles. Il y a également, s'agissant du niveau européen, un programme qui porte sur les smart cities, d'échange de bons procédés, de bonnes pratiques entre villes européennes et villes chinoises sur tous ces aspects qui vont sur effectivement les bâtiments, mais également la conception de la ville, le travail, le déplacement. Et nous avons ainsi, par des expériences vécues, la manière de faire passer des pratiques et derrière ça, naturellement, des échanges économiques entre nos entreprises et les cités et les villes. Voilà, et tout ça, c'est bien pour l'environnement, ce sont évidemment également des opportunités économiques. Et quand on développe des smart cities, c'est des investissements, ce sont des entreprises, ce sont des secteurs qui se développent. Une réaction côté chinois, si je puis me permettre? J'aimerais dire deux mots à propos de cette coopération possible entre l'Union européenne et la Chine dans le développement de ce qu'appelle aujourd'hui le développement vert et le développement de l'économie numérique. Je pense que dans ces domaines-là, il y a de fortes possibilités d'élargir nos coopérations. En particulier, la Chine est en train d'ouvrir son marché financier. Et l'Europe ne manque pas de capital, mais l'Europe manque d'opportunités d'investissement. Depuis un certain temps, la Banque centrale européenne a appliqué le taux nominal négatif. Donc, l'argent est très bon marché. Et finalement, la pandémie a joué en défaveur de la croissance, mais avant l'émergence de l'épidémie, il n'y a pas beaucoup de secteurs d'investissement intéressants. Donc, en dépit du capital bon marché, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'investissement. Mais comme la Chine ouvre de plus en plus aux investisseurs financiers étrangers, ce serait une bonne opportunité pour les fondations européennes d'investir davantage en Chine, surtout
dans des domaines où les intérêts européens et chinois se convergent, c'est-à-dire dans le domaine de l'économie numérique, dans le domaine de développement vert, etc. etc. Et ça permettrait au capital européen de gagner un peu plus de profit. Parce que justement, le marché chinois est grandissant dans ces domaines-là. Ça rapporte beaucoup. La Chine, le gouvernement chinois a pris des engagements pour réaliser l'objectif de réduction de gaz carbonique, etc., etc. Ça nécessite un investissement massif dans le domaine de nouvelles énergies, etc. Donc, ce sont des domaines qui montrent un intérêt fou pour les investissements européens, je pense. J'aimerais bien donner un peu plus de précision en ce qui concerne la coopération entre l'Europe et la Chine, et en particulier entre la France et la Chine, puisque la France est un pays initiateur, si j'ose dire, dans ce domaine, puisque en 2015, c'était la France qui a présidé la conférence de Paris, COP21. Le président chinois y est allé. Bon, et depuis, les deux pays sont restés toujours en contact pour, premièrement, sensibiliser l'opinion nationale de deux côtés, mais aussi sensibiliser l'opinion internationale pour la lutte contre le changement climatique. Par exemple, l'année dernière, la France, la Chine et les Nations Unies ont publié un communiqué commun à l'occasion du G20 à Tokyo, voilà, pour encore une fois réaffirmer la volonté non seulement des trois parties, mais pour réveiller voilà, la conscience internationale sur l'importance de la lutte contre le changement climatique. Et concrètement, les deux pays font aussi des coopérations précises. Par exemple, on a évoqué Smart City. Bon, justement, il y a un projet de Smart City, de coopération franco-chinoise à Wuhan, voilà, la ville qui est très connue aujourd'hui. Bon, c'est là qu'on a commencé justement cette coopération entre la France et la Chine sur le projet de Smart City. D'ailleurs, sur l'énergie propre, ça fait des années que la France et la Chine travaillent ensemble pour développer l'énergie civile nucléaire, par exemple. D'ailleurs, entre la Chine et la France, il y a aussi une coopération au marché tiers. Il y a un projet gigantesque de construction des centrales nucléaires au Royaume-Uni par la coopération franco-chinoise. Vous voyez, ce genre de projet très précis montre l'importance justement de la coopération entre l'Europe et la Chine pour développer des énergies propres dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Voilà, et développer, comme vous le disiez, de nouveaux modèles économiques qui sont voilà, comme celui que vous évoquiez. Jiaying, je vous laisse la parole. Alors, je pense ça, on va poursuivre notre sujet, c'est-à-dire que quels sont, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Quels sont les conseils pratiques qu'on peut donner aux entreprises qui souhaitent investir en Chine, Monsieur De Witt? On a parlé de développement vert, on a parlé de beaucoup de secteurs qui sont très prometteurs. Quels sont les défis? Quels sont les doivent faire et ne doivent pas faire? Je dirais peut-être des conseils, et surtout pour les petites et moyennes entreprises, parce que je pense que les grandes entreprises ont souvent déjà une bonne connaissance de la Chine et de son marché. Je crois que M. Gimeno et sa société sont très bien placés pour en parler. Mais pour les petites et moyennes entreprises, souvent, on l'avait dit, c'est un problème de méconnaissance. Et donc, je pense que nos entrepreneurs doivent être et mieux se renseigner, un. Deux, attention, l'obstacle de la langue. Donc, lorsque vous négociez, par exemple, je dirais, l'arrivée sur un marché, la négociation de contrat, assurez-vous que, je dirais, vos interlocuteurs comprennent parfaitement ce que vous dites, et notamment lorsque vous avez une discussion très technique, que l'on soit certain que cela soit bien traduit en langue chinoise. Ici, je me place d'un point de vue européen. Mais la même chose vaut pour les Chinois venant en Europe. C'est aussi une meilleure connaissance de la législation locale. La loi existe en Chine, elle s'est fort sophistiquée au cours des 40 dernières années. Il y a une meilleure protection aussi des droits intellectuels. On l'a vu aussi au cours de ces dernières années avec la création de cours et tribunaux. Je dirais donc, renseignez-vous, abordez le marché après avoir mis tous les œufs
dans votre panier. Assurez-vous que vous avez une bonne équipe de négociation et surtout pour les PME, assurez-vous du suivi. Je constate souvent qu'un certain nombre de projets pour des petites et moyennes entreprises échouent parce qu'il n'y a pas de suivi. Assurez-vous qu'il y ait une équipe qui, en Europe, au siège de l'entreprise, soit tous les jours, en permanence, en contact avec votre équipe en Chine. À défaut, vous aurez des problèmes. Non, enfin, je voudrais juste simplement demander à M. Gémedo d'ajouter quelques mots. Écoutez, s'il s'agit de donner des conseils, je donnerai 3 pour toute entreprise qui veut s'installer en Chine. Les premiers conseils, c'est de développer les plus larges et les plus denses réseaux de relations et de partenariats possibles, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des clients, des partenaires, des universités, de ces startups. Donc, plus ces réseaux sont denses et profonds, mieux ça sera. Un deuxième conseil, c'est de s'appuyer très largement sur les équipes locales, sur des équipes qui ont cette connaissance intime des marchés locaux. Souvent, les entreprises étrangères, quand elles viennent en Chine, elles viennent accompagnées d'une armée d'expatriés qui comprennent mal le marché chinois, qui n'ont pas cette connaissance intime de choses, et ça retarde leur développement. Donc, ayez confiance sur les équipes locales, développez des équipes locales, ces gens qui connaissent vraiment de façon profonde et intime la réalité dans laquelle il faut développer votre entreprise. Et mon troisième conseil, c'est de développer des organisations très ouvertes, des organisations très agiles, très flexibles, très rapides, des organisations très orientées vers l'action, parce que l'environnement chinois est un environnement très volatile, très rapide, très changeant. Et si vos organisations ne sont pas adaptées à cet environnement si dynamique, vous avez beaucoup de chances que ça ne se passe pas bien. Voilà, puis il y a des organisations et des initiatives qui sont mises en place au niveau européen, notamment par la Commission européenne, pour aider les PME. Vous parliez des PME, M. De Witt, il y a quelques instants, pour aider les PME et accompagner, c'est important, les PME qui s'installent en Chine. Je ne sais pas si vous voulez réagir, parce que c'est bien d'avoir les conseils aussi des Chinois pour les entreprises européennes. En 2 mots, et après on passera au tourisme, si vous êtes d'accord. J'aimerais dire, oui, quelques mots. En fait, la Chine est en train de négocier avec l'Union européenne pour arriver à un accord de l'investissement réciproque. Cet accord est appelé CAI en anglais, qui veut dire un accord de l'investissement complet ou global. Une fois arrivé, je pense que cet accord va permettre aux investisseurs de l'Union européenne et aux investisseurs chinois d'investir réciproquement dans 2 marchés. Mais il faut faire un peu plus d'attention parce qu'en Union européenne, vous avez la Commission européenne qui est en charge de beaucoup de questions d'investissement. Vous avez le Parlement européen, etc. Mais en même temps, vous avez aussi le gouvernement des pays membres. Quelquefois, ils ne sont pas toujours d'accord sur des projets d'investissement. Donc, avant d'y investir, il faut que les investisseurs trouvent un point d'intérêt commun entre les deux. C'est la même chose pour les investisseurs européens. Quand ils veulent investir en Chine, il faut faire des comparaisons. Parce qu'en Chine, bien sûr, le gouvernement central est beaucoup plus puissant que Bruxelles, mais tout de même, le gouvernement central de Pékin doit négocier aussi avec les gouvernements de province pour savoir si les types d'investissement rentrent aussi dans l'option nationale. Et ce n'est pas toujours facile, la négociation entre les autorités locales et Pékin. Et il faut que les investisseurs y prennent conscience de ce genre de différence et vice-versa. Donc, pour des entreprises qui veulent investir en Union européenne, il faut savoir aussi qu'il y a souvent des contradictions entre les gouvernements pays membres, mais aussi Bruxelles. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce genre de différences. Peut-être quelques secondes pour M. Ouzassian, parce que je vous ai coupé, je suis vraiment désolée. Très rapidement, oui. Très rapidement, 2 chiffres et 2 exemples. 2 chiffres, c'est-à-dire l'année dernière, les pays européens ont investi en Chine
voilà, à l'ordre de 7,31 milliards de dollars. Tandis que côté chinois, voilà, à propos des investissements chinois en Europe, c'est 7,58 milliards. Vous avez, il y a quand même des investissements réciproques très importants. Alors, deux exemples, c'est par hasard. Chez moi, j'ai trouvé un calendrier, voilà, de l'Orpea, une entreprise, je ne sais pas si vous voyez, une entreprise française, voilà. Vous voyez, Orpea à Nankin. Orpea à Nankin, voilà, c'est pour les personnes âgées, c'est une maison de retraite formidable, voilà. Orpea à Nankin, voilà. Nankin, c'est la ville de Majiayin, hein. Et puis c'est aussi la capitale de la province, de ma province natale. Et puis Orpea, voilà, vous voyez, Orpea à Changsha, la Somme, c'est pas formidable pour les personnes âgées qui veulent prendre le repos dans une maison de retraite et tout cela. C'est formidable parce que Orpea m'a offert un calendrier. Je pense qu'un jour je pourrais bénéficier de leur service. Et puis un autre exemple, c'est Sanofi. Alors, Sanofi, voilà, c'est une grosse entreprise française qui travaille en Chine depuis très longtemps. C'est aussi, c'est chez moi parce que des fois, malheureusement, quelquefois, je prends des médicaments de Sanofi. Bon, c'est pour lutter contre l'insomnie, bon, c'est très rare, mais ça m'arrive parce que des fois, je mange trop. Comme vous voyez, je mange trop des produits allemands, poudre de cacao, vache qui rit, voilà, je mange beaucoup, des chocolats suisses, chocolat suisse, et puis, vous connaissez ça, le président. Bien voilà, sûr, bien sûr. Ouais. Vous voyez, des fois, je mange trop. Tout ça se trouve facilement dans les supérettes de mon quartier, et bien bon, voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'échanges. C'est vrai que je trouve tout ça dans mon réfrigérateur aussi. Monsieur Rimello, vous allez nous quitter. Moi, il y a une question que je voulais vous poser qui est très simple. Quand on parle d'avenir, on pense un peu au passé, forcément, hein, on pense un peu à ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas d'une relation équilibrée dont on a vraiment besoin, puisqu'on a parlé parfois, on a évoqué certains déséquilibres, et est-ce que vous sentez qu'on va vers ça, quoi? Oui, tout à fait, je pense qu'on va vers ça. Tout d'abord parce qu'il y avait certains déséquilibres sur le plan de la compétitivité qui sont en train d'être éliminés. On parlait tout à l'heure de l'environnement. Vous avez l'effet que la Chine se soit mis en ordre de marche par rapport à l'environnement, a assaini les conditions de concurrence. Jusqu'à présent, les entreprises européennes remplissaient certains standards que les entreprises chinoises ne faisaient pas. Et ça a créé des différences en termes de coûts de production. De même, en ce qui concerne les coûts de travail, hein, la croissance économique de la Chine a comme conséquence positive la prospérité du pays et donc la réduction du gap en termes de coûts de salaire entre la Chine et l'Europe. À ceci s'ajoute l'effet que la Chine est en train de transformer de façon radicale son modèle économique. Un modèle économique qui était basé sur les volumes et qui, à partir de maintenant, enfin depuis quelques années déjà, commence à basculer vers la technologie, vers l'innovation, vers la qualité, vers la montée en gamme. Et donc on rentre maintenant dans un domaine de concurrence qui est beaucoup plus équilibré et dans lequel il va falloir utiliser nos meilleures armes, celles de la créativité, de la compétitivité et de l'innovation. Personne ne pourra dire dorénavant que les concurrents chinois nous battent parce qu'ils bénéficient des conditions exceptionnelles que les entreprises européennes n'ont pas. Donc je pense que c'est une concurrence beaucoup plus azénie, mais elle sera aussi intense, hein, parce que les domaines dans lesquels cette concurrence va se passer ne sera plus celui du prix des ventes, mais celui de la compétitivité, de la créativité, de l'innovation et de la technologie. Les règles de jeu sont en train de changer complètement et les terrains de jeu, ils changent aussi.
Voilà, les règles du jeu sont en train de changer, le terrain de jeu change. Merci infiniment, Monsieur Rimeno, d'avoir été avec nous. Je vous On remercie. vous libère parce qu'on sait que vous avez une réunion importante et business first, évidemment. Merci encore. Quand on évoque ces relations économiques, l'évolution de tout cela entre l'Europe et la Chine, on ne peut évidemment pas occulter un secteur qui est fondamental, celui du tourisme. Quand on parle des Chinois qui viennent chaque année en Europe, ce sont des millions de personnes, 25 millions de nuitées sont enregistrés chaque année. Alors je parle avant le Covid, hein, évidemment, avant l'arrêt brutal de cette économie. Le potentiel de développement est énorme parce qu'on sait qu'il y a plus en plus de Chinois, alors ça vous allez m'arrêter si je dis une bêtise, mais qui voyagent ou qui ont cette volonté de voyager. Il y a une question qu'on se pose ici en Europe, c'est comment on peut faire revenir les touristes chinois, comment on peut relancer ce secteur, quelles sont les offres, les nouvelles opportunités, qu'elles soient digitales, durables, et surtout quelles sont les attentes des consommateurs chinois, des touristes potentiels chinois, qu'on pourrait et qu'on espère revoir très rapidement en Europe. Si vous permettez peut-être, pour souligner ce que vous venez de dire, effectivement, les touristes chinois sont importants pour notre économie. Si on prend le cas de la France, en moins de 10 ans, on a multiplié pratiquement par 3,5 le nombre de touristes. Et le touriste chinois est un touriste qui aime la vie et qui, traduit en termes économiques, dépense. C'est le touriste chinois qui, parmi tous les touristes au monde, en France, dépense le plus. C'est 1800 € par touriste par an. C'est une étude de la Banque de France. Donc c'est très important. Il y a une caractéristique qui est une tendance lourde, c'est que le touriste chinois vient individuellement ou en famille de plus en plus. Il ne vient pas en groupe, il vient encore en groupe, mais c'est une manière de visiter l'Europe qui est très minoritaire. Et donc, il nous faut adapter notre offre touristique à cette caractéristique du touriste chinois, c'est-à-dire pratiquement faire du sur-mesure, essayer de trouver des intersections culturelles. Et en France, par exemple, on a écrit en chinois une sorte de guide bleu, de guide touristique, où les monuments, les sites sont interprétés de manière à ce que les Chinois comprennent bien à la fois la résonance que cela a en France et la résonance que cela a en Chine. Et enfin, pour ce qui est des initiatives publiques, les deux présidents de la République ont décidé l'année dernière de faire de l'année 2021 l'année du tourisme culturel en Chine. Bon, la Covid fait que c'est un peu décalé, et donc il y a tout un travail en France et en Chine de connaissance de notre culture à travers des sites, des monuments. Bon, j'ai cité la France, mais l'Italie fait la même chose, et donc je crois qu'il nous faut tenir compte de ce nouveau profil du touriste chinois, adapter nos produits et faire que ce tourisme, pas forcément culturel, mais ce tourisme soit une occasion de mieux se comprendre, de mieux s'apprécier. Et je citais tout à l'heure cette étude qui a été faite entre la corrélation entre l'image du chinois et la présence du touriste chinois. Donc cette occasion de contact personnel sans lequel on a souvent affaire à des clichés. En effet, les Chinois s'intéressent énormément à la culture européenne. C'est la civilisation qui nous attire, parce que la civilisation européenne est totalement différente de la civilisation chinoise. Donc, voilà, l'Europe nous attire. Mais après les premières vagues des touristes chinois qui inondent surtout les sites les plus connus, maintenant, beaucoup de Chinois commencent à s'intéresser aux sites qui sont tout aussi intéressants, mais qui sont moins connus, c'est-à-dire les provinces, les régions, par exemple. Récemment, j'ai rencontré un homme d'affaires chinois qui est apparemment très riche, et
qui m'a dit qu'il a visité la France au moins 30 ou 40 fois. Il n'est pas uniquement à Paris, hein. Bon, il va partout dans les autres provinces, il découvre voilà, les différents sites et puis il se repose. Donc je pense qu'il est intéressant aujourd'hui de faire connaître davantage les différentes régions d'Europe. Voilà. Pas seulement les sites les plus connus, parce que pour beaucoup, ça c'est déjà vu, voilà. Il faut les faire connaître d'autres régions et même des endroits de repos, parce qu'il y en a qui souhaitent non seulement visiter des sites, des monuments, mais aussi se reposer dans un cadre naturel, mais totalement différent de celui de la Chine. Bon, là, je crois que c'est aussi important. Si je puis me permettre, pour embrayer sur ce que dit très justement M. Wu, je pense qu'on assiste en fait à une explosion du tourisme chinois vers l'étranger, ce qui correspond peut-être aussi à cette création d'une classe moyenne chinoise de peut-être près de 400 millions de personnes, donc c'est un marché déjà énorme, et cette classe moyenne est appelée à grandir encore avec les années. Je pense que le rôle des réseaux sociaux est important aussi pour faire connaître, je dirais, les régions, les villes et leurs spécialités. Le rôle des influenceurs sur ces réseaux sociaux est important parce que la jeune génération en Chine, je dirais, maîtrise parfaitement ces réseaux sociaux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Wu, lorsque vous dites que nous devons, je dirais, faire un effort pour faire découvrir d'autres villes, d'autres régions. Tout le monde ne va pas se précipiter au Louvre. Il y a aussi de superbes villes, régions, monuments, pour ne citer que la France ou des tas d'autres pays en Europe. Et là aussi, comme on l'a dit, je pense qu'on doit aussi faire l'effort de l'accueil, avoir des indications en chinois, avoir des guides pouvant parler chinois ou des audio-guides parlant chinois, avoir aussi, comme c'est la crise du Covid, que nous avons moins de monde pour le moment, mais on peut continuer à faire connaître nos villes et nos régions à travers des vidéos, à travers les médias. Et vous, CGTN, vous, Euronews, ben, vous pouvez jouer un rôle, bien sûr, à faire connaître, je dirais, tant la Chine que l'Europe à l'un et l'autre. Il nous reste 5 minutes. J'ajouterais encore 2 mots. Ouais, allez-y, je vous en prie. Encore 2 mots sur le tourisme chinois en Europe et le tourisme européen en Chine. Je pense que pour que les activités touristiques reprennent, il faudrait arrêter d'abord la pandémie. Et là-dessus, les Européens et les Chinois ont encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on pourrait encourager les gouvernements de l'Union européenne, de Chine, de renforcer leur coopération dans les échanges des vaccins les plus efficaces, de façon à pouvoir produire davantage de vaccins, non seulement pour assurer la vie de la population en Europe et en Chine, mais aussi pour notre monde. L'Europe et la Chine ont les capacités de production, ont les savoir-faire de recherche de la vaccination, etc. Je pense qu'on devrait faire encore un effort de coopération internationale pour montrer au monde que là, nous sommes l'espèce humaine qui ont le même sort, qui sont aussi vulnérables au coronavirus, les uns que les autres. Et la seule solution, c'est de joindre nos efforts pour trouver une solution commune à tout cela. Et il faudra, l'épidémie, une fois convaincue, on aura toutes les possibilités de renforcer nos échanges, de développer les activités touristiques, etc., etc. L'engouement des touristes chinois pour l'Europe est grand. On arrive à la fin, donc on va à la conclusion. Je pense, Serge, on va continuer sur la question que vous avez posée à M. Rémeneau pour écouter les autres invités. Est-ce qu'on va est-ce qu'on peut avoir une relation plus équilibrée, comme il y a beaucoup d'interrogations là-dessus en Europe, je pense en ce moment, entre la Chine et l'Europe dans l'avenir? 30 secondes chacun, parce qu'on est vraiment à la fin. 30 secondes, s'il vous plaît. L'équilibre est effectivement très, très important, mais moi je suis optimiste parce que
avec tous ces changements à la fois d'économie chinoise, de la Covid, on est dans une période d'incertitude et d'insécurité. Et la Chine et l'Europe, actuellement, se donnent les moyens de réduire cette incertitude et cette insécurité. C'est là le sens qu'il faut donner aux accords que nous négocions avec la Chine, que l'Europe négocie avec la Chine, et le souci que nous avons de restaurer, de rénover le multilatéralisme. Monsieur De Witt, quelques mots. Oui, mais je souscris entièrement aux paroles de Monsieur l'ambassadeur de Galais. Je dirais écoute mutuelle, respect mutuel, connaissance mutuelle. Et là, nous devons faire tout mettre en œuvre pour mieux se connaître. Favoriser les échanges, qu'ils soient culturels, qu'ils soient économiques, viser aussi les jeunes générations et surtout sortir d'une idéologie isolationniste. Ce n'est pas en travaillant seul qu'on y arrivera, c'est justement en joignant les mains, et M. Ding l'a très bien dit à propos de la lutte contre le Covid, c'est en faisant des recherches conjointes qu'on y arrive. Monsieur Wu. J'aimerais bien dire deux choses. Premièrement, la Chine ne veut absolument pas être un pays uniquement producteur qui inonde le monde entier de ses produits. Non. Ce que la Chine veut, c'est d'abord un pays innovateur. Ça, c'est déjà dit clairement par nos plans Point Canal et le plan à long terme pour l'année 2035. Deuxièmement, la Chine restera évidemment un pays producteur, puisque l'industrie est toujours importante pour nous, mais en même temps, la Chine veut être un très grand marché pour tout le monde, pour tout le reste du monde. C'est pour cette raison que ça fait 3 ans consécutifs que la Chine organise une exposition internationale d'importation. Et cela offre des opportunités énormes à tous les exportateurs du reste du monde. Et je voudrais dire une deuxième chose, c'est que après l'accord d'investissement, les deux parties, l'Europe et la Chine, devraient démarrer rapidement. C'est aussi la volonté de nos dirigeants de démarrer rapidement les négociations pour conclure un accord de libre-échange. Puisque la Chine a déjà conclu un accord de libre-échange avec pas mal de partenaires, nous attendons donc l'accord de libre-échange entre la Chine et l'Union européenne. On a bien entendu le message. Monsieur Ding. Un dernier message. Je pense que il faudrait renforcer nos rôles de l'éducateur. On faudrait éduquer davantage nos publics, aussi notre population, nos publics, parce que le commerce international aujourd'hui est totalement différent de celui d'il y a 20 ans. Par exemple, il y a 20 ans, les échanges commerciaux étaient des échanges des produits fabriqués, des manufacturés. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine, entre les États-Unis et la Chine, sont composés des produits intermédiaires, par exemple. Plus de 60 à 70% de nos échanges commerciaux sont composés des produits intermédiaires. Et là, donc, quand on parle de l'excédent ou de déficit commercial, aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens. Contrairement à ce qui se passe il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, il faudrait que nos publics comprennent ce changement dans l'économie mondiale et là, on gardera un sens un peu plus équilibré, de développement équilibré. Voilà. Voilà, mieux se comprendre pour garder et pour retrouver ou pour trouver ce bon équilibre, c'est toujours évidemment un challenge. Je vous remercie beaucoup. On touche la fin de notre émission. Je vous remercie tous mes invités et je vous remercie Serge. Merci à vous, merci effectivement également à tous nos invités, ravi d'avoir été avec vous et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour poursuivre cette discussion parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Oui, on ne peut pas tout dire en un jour. Bon, je vous remercie Serge et j'espère qu'on peut avoir plus de collaboration dans le futur. Je vous remercie. Merci à vous, ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission spéciale. À la prochaine.